Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau débat, ce sera consacré à Avengers Infinity War. En deuxième partie, on parlera du MCU en règle générale. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, Cyril, t'as pensé quoi de Avengers Infinity War, en gros? D'abord, moi j'ai vu aucune bande-annonce du film, donc le film je me suis un petit peu pris dans la gueule. Je ne m'attendais pas à pas mal de choses qui se passent dans le film. Donc oui, moi, de toute façon je suis plutôt bon public pour tous les Marvel qui sont sortis depuis 10 ans, donc moi j'ai adoré, il n'y a pas de problème. Oui. Alors Je suis embarqué. je suis pas un grand fan de Marvel au cinéma, en tout cas du MCU, donc j'attendais vraiment pas avec impatience ce film. Je les ai quand même tous vus au cinéma, parce que c'est quand même un genre que j'apprécie. Je suis un grand fan de la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi, donc voilà, j'y suis allé. Mais bon, voilà, aucun film du MCU m'a vraiment enthousiasmé. Ça allait du moyen pour moi au sympa sans plus. Voilà, il y a certains films que je suis sorti avec le sourire, mais voilà, je n'attendais vraiment pas avec impatience Avengers. Et pour moi, ça fait partie des films qui est, on peut le mettre sur le haut du panier. J'ai vraiment aimé ce film. J'avais vraiment peur de la longueur de 2h30 de m'ennuyer, mais c'est pas le cas. Je vais pas dire que j'ai pris mon pied, mais j'ai vraiment aimé le spectacle. Je trouvais, les frères Russo, c'était vraiment pas simple pour ce film-là, parce qu'ils devaient gérer, je crois, 25 personnages. Donc, c'était pas simple. Mais je trouve qu'ils s'en sortent assez bien. La plupart des personnages, on va dire, ont leur heure de gloire, leur moment de gloire, leur punchline. Il y a certains personnages que je trouve, comme Black Widow, ou pour moi, les Oui. Captain America, un petit peu sacrifiés comparé à Thor ou Gardien de la Galaxie. Mais il ne pouvait pas tout gérer, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais on va en parler après. Mais voilà, je trouve que globalement, le travail est quand même bien fait. Ça devait être une complexité incroyable de tout gérer. Je trouve que globalement, les frères Russo s'en sortent vraiment très bien. Globalement, au niveau des scènes d'action, j'ai trouvé que c'était un film très spectaculaire. Mais moi, personnellement, je vois pas les 300 millions de dollars dedans comparé aux autres Avengers. Est-ce que c'est passé dans le salaire des acteurs en grande partie? Je ne sais pas, mais je vois pas ce film plus spectaculaire que les deux précédents. Donc je suis un peu étonné du budget, sauf que je pense qu'il fallait rémunérer les acteurs. Je pense que les 300 millions quand même, c'est pour ça qu'il y a cette montée-là. Mais voilà, j'ai plutôt apprécié le spectacle, je me suis pas ennuyé. Mais bon, j'étais pas fou non plus en sortant, mais bon, je trouve toujours que les frères Russo ont, pour moi, une mise en scène un peu factuelle, fonctionnelle. Ça fait le taf, mais je vois pas de génie dedans. Voilà, c'est comme ça que je vois les films, mais je trouve que ça fait le taf, on s'ennuie pas, il y a de l'action, c'est bien rythmé, on s'ennuie pas pendant 2h30. C'est plus sombre que les précédents films, on le compare souvent à l'Empire contre-attaque. Oui, pourquoi pas. Bon, on compare aussi le personnage Thanos, Salvador, pourquoi pas, mais là, je dis, bon, je trouve que c'est un peu exagéré de dire cela, mais certains le font, pourquoi pas. Voilà, bon, j'ai pas pris mon pied, mais j'ai vraiment apprécié le spectacle. C'est un des films que je préfère du MCU. Voilà, mais je ne le mettrai pas au même niveau qu'un film de la trilogie de Spider-Man Sam Raimi, ou c'est pas un Marvel, on est bien d'accord, mais des Dark Knight de Nolan, je ne mets pas du tout au même niveau. Ça s'intègre vraiment dans le MCU. Faut voir le MCU comme un feuilleton, visiblement. Bon, ok, voilà. Moi j'ai bien aimé, mais j'ai hâte de voir le quatrième, c'est déjà bien. Mais bon, rentrons maintenant dans les... Si vous avez d'autres choses à dire par rapport à ça? Il faut accepter dès le départ, d'abord quand même, parce que c'est une bande dessinée, des numéros, il y en a à l'appel. Il fallait au moins ça pour en arriver là. C'est-à-dire on est à peu près 19 films sur bien 10 ans. Là, on arrive au point d'orgue. Je trouve assez admirable comme production d'avoir tenu jusqu'au bout, et quelque chose d'extrêmement cohérent avec plein de réalisateurs différents, d'en être arrivé à cette qualité-là. Chacun des films a pourtant sa propre identité, ce sont des réalisateurs différents, et c'est ce que je trouve malgré tout quand même assez fort, c'est que chacun des réalisateurs, chacun des auteurs de chaque film arrive à faire son film
tout en respectant le cahier des charges, c'est-à-dire le suivi psychologique des personnages et la cohérence de l'histoire. Je vais te dire ce que l'autre franchise Marvel n'a pas réussi à faire, les X-Men avec les Wolverine. Ils s'en sortent pas mal, mais il y a des problèmes de communication. Là, c'est assez énorme d'avoir tenu un suivi psychologique des personnages cohérent du premier ou dernier film en date. Un petit avis personnel là-dessus. Officiellement, ça commence avec Iron Man en 2008. C'est juste moi qui le dis. Je trouve que Hulk, ça commence en 2003 avec Hulk, le Hulk de Ang Lee. Ce qui me fait dire ça, c'est que Bruce Banner, qui est le fils de David Banner, a une cohérence psychologique à partir de ce film-là. Ça joue quand même dans ce film, dans Avengers Infinity War, puisque Bruce Banner a des gros problèmes psychologiques et qu'il faut aller chercher jusqu'au film d'Ang Lee en fait. Mais c'est pas officiel. Officiellement, ça part de Iron Man. Moi, je veux pas jeter le film d'Ang Lee. Bah moi d'ailleurs, je préfère le film d'Ang Lee à la version de Louis Terrier, mais bon. Ang Lee a fait... je sais que je vais me faire massacrer dans les commentaires. Je sais que la plupart préfèrent largement la version de... C'est un petit peu mon avis aussi, mais bon. Juste, Ang Lee, c'est très très approché du style BD, donc de l'univers bande dessinée. Louis Leterrier, et il l'avait dit lui-même, c'est plus la série télé en fait, qu'il a adapté. Malgré ça, malgré ses volontés d'auteur, ses visions d'auteur différentes, encore une fois, la psychologie de Bruce Banner est cohérente à partir du film de Ang Lee, qui fait suite, qui suit clairement dans le film de Louis Leterrier. Et même si on change d'acteur, on garde cette cohérence psychologique là. Donc Hulk est quand même un petit peu particulier. Il est beaucoup mieux tenu maintenant, il est beaucoup plus présent, beaucoup mieux intégré, on va dire, dans l'univers Marvel à partir donc de Avengers. Et c'était pas un reboot. Dans Avengers, on retrouve le premier film Avengers, on retrouve Bruce Banner là où on l'avait laissé dans le film précédent, et dans le film de Louis Leterrier, on le retrouve là où Ang Lee l'avait laissé dans son film. Donc il y a bel et bien un suivi à partir du film de Ang Lee. Justement, ce qui n'est absolument pas officiel, mais c'est moi qui remarque ça. Donc justement, tu parles de Hulk, ça tombe bien. Bon. On peut parler de Hulk dans Avengers Infinity War. Alors j'avoue que je n'ai pas revu les premiers teasers, ça m'a aussi un peu effleuré, mais dans les premiers teasers... il y a bien Hulk qui court avec les autres. Donc il y a bien Hulk vert, vert qui court avec les Avengers, mais dans le film on le voit pas. C'était une fausse piste. Il est dans l'armure. Donc qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est une fausse piste, c'était pour justement ménager une surprise. Alors moi qui n'avais pas vu les teasers, je les ai vus après, donc j'ai constaté ça après. Finalement moi ça ne m'avait pas gêné. Ce problème psychologique qu'a Bruce Banner, qui normalement aurait dû régler justement dès la fin du film de Louis Leterrier, puisque à la fin du film de Louis Leterrier, on voit Bruce Banner se concentrer suffisamment pour pouvoir maîtriser Hulk. Et c'est ce qu'il dit dans Avengers, lorsqu'il fait sortir Hulk pile au bon moment pour vaincre les Chitauri. Ce qui était quand même attendu dans Avengers, puisque c'était Loki le méchant, et Tony Stark dit clairement... Loki dit qu'il a une armée d'Avengers, Tony Stark, lui, nous on a Hulk. Bon, il se fait attendre, mais Bruce Banner, très clairement, à la fin, dans le combat final dans Avengers, maîtrise son double, il maîtrise son Hyde. Ce qu'il n'arrive absolument plus à faire là. Et c'est là qu'il y a une cohérence psychologique qu'il ne faut absolument pas ignorer, c'est que Avengers Infinity War fait suite à Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, c'est un petit peu l'adaptation de Planète Hulk. Je dis un petit peu parce que ça fait référence à ça. Il y a Mick, il y a Korg, il y a des créatures qu'on voit dans ce film sont des créatures qui viennent de Planète Hulk. Et qu'on verra a priori dans la phase 4. Sûrement. C'est ce qu'il dit plus ou moins officiellement dans Planète Hulk. Dans la phase 4, puisqu'on est toujours dans la phase 3, faut se rappeler. Oui, mais ça c'est très étrange. On est dans la phase 3 Il faut se dire qu'on est toujours dans la phase 3. On est dans la phase 3. Tant que le problème n'est pas réglé avec Thanos, on est dans la phase 3. Voilà. Et c'est un gros problème. Dans Thor Ragnarok, c'est Planète Hulk aussi, parce que curieusement, dans Planète Hulk, c'est plutôt Beta Bill, un nom comme ça, Beta Bill, qui est un allié de Thor, qui détient une arme qui est une hache, qui s'appelle le Stormbreaker, et qui va appartenir à Thor
dans Avengers Infinity War, puisque son Mjolnir a été détruit, il veut s'en fabriquer un autre, avec le nain géant évidemment. Et il y a des indices là, pour en parler direct, c'est que ce marteau détruit, il faut en fabriquer un autre. Ce nouveau marteau n'est pas un marteau, mais c'est la hache donc de Beta Bill. Cette hache, il ne faut pas l'oublier, est fabriquée aussi avec l'aide de Groot. Le manche du marteau, donc de la hache de Thor, est toujours là. Groot a quand même cette capacité d'être replanté et de pouvoir revivre. C'est ce qui s'est passé après le Gardien de la Galaxie. Donc il y a déjà cette question-là est quasiment réglée par rapport à Groot. On sait très bien qu'il peut revivre d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est présent dans le manche de... C'est quand même très curieux. Groot est présent dans le manche de la nouvelle arme de Thor. C'est drôle d'imaginer que Thor va entendre parler la hache en disant il y a un Groot. On peut remarquer déjà ce genre de petits détails qui est pourtant bien présagé depuis Thor Ragnarok. Hulk, à la fin de Thor Ragnarok, redevient Bruce Banner après 2 ans sans s'être transformé. Il est resté pendant 2 ans Hulk. Thanos et l'ordre noir de Thanos, ce qui choque profondément Bruce Banner. C'est ce qu'il dit à la fin de Thor Ragnarok. Et ils lui mettent la pâtée à Hulk. Là, il est Hulk. Ils lui mettent la pâtée. Donc lorsqu'il est renvoyé sur Terre aussi violemment qu'il est exactement conforme dans la BD, d'ailleurs il atterrit devant Doctor Strange comme dans la BD, à partir de là, il s'est tellement fait humilier, il s'est tellement pris la pâtée et qu'il en a marre de Hulk. Je crois que son problème psychologique vient de là. Alors pour en finir avec Hulk, depuis le début, ce qu'on nous dit depuis le début, c'est-à-dire le film de Ang Lee, c'est que le personnage qui le calme, c'est Betty Ross. Betty Ross n'est plus du tout présente. Celle qui a remplacé Betty Ross dans le cœur de Bruce Banner, depuis Avengers, c'est Natasha Romanoff, Black Widow. Donc on n'a plus besoin de Betty Ross, parce que j'ai entendu dire que Liv Tyler pouvait revenir. Narrativement parlant, je ne crois pas que ce soit utile. Natasha Romanoff, elle est là. Elle la remplace. Voilà, pour Hulk, c'est un gros problème. Ce qui est très malin, c'est de voir Bruce Banner donc évoluer non pas en tant que Hulk, mais en tant que le Hulkbuster. Il utilise l'armure que Tony Stark a fabriquée pour détruire Hulk, qui est finalement assez puissante dans la bataille finale. J'enchaîne directement avec Black Widow. Il y a un petit détail qui a quand même son importance, c'est que là tout d'un coup elle est plus rousse, elle est blonde. Natasha Romanoff est blonde. Alors c'est Elena Belova, si je ne me trompe pas de nom. C'est un autre personnage tiré de la BD qui est blonde et ça fait référence à ça. Donc Natasha Romanoff ne fait pas partie des personnages qui meurent à cause du gant de Thanos. Ça montre qu'elle peut Alors, évoluer. je te coupe, on aurait dû le dire dès le début, mais ceux qui nous suivent le savent, je le mettrai peut-être pendant dans les titres, c'est une vidéo archi spoiler. On spoil à mort, on considère que vous avez tous déjà vu le film, donc on rentre vraiment dans les détails, on dit qui va mourir ou pas. Donc on spoil à mort, c'est dit dans le titre. C'est une question extrêmement importante. Donc on va vraiment à fond. Donc si vous n'avez pas vu le film, je veux dire, désolé, arrêtez. Voilà, on va regarder la vidéo après. Mais là, foutu pour foutu. Voilà. Mais voilà, on est bien d'accord, c'est une vidéo 100% spoiler, c'est un débat. Ce que nous montre ce film-là, effectivement, il y a peut-être 25 héros, super-héros, peut-être 26, c'est difficile à dire parce que autour de Black Panther, il y a des personnages qui sont importants, est-ce qu'ils sont à compter dans le lot ou pas? Bon. Il y a Doctor Strange qui se révèle être extrêmement important, pas forcément parce qu'il détient la pierre du temps, mais parce que, il dit quand même un truc, c'est que lui, il voit les 14 millions de possibilités et il n'y en a qu'une seule de possible. Il n'y a qu'une seule possibilité dans laquelle on peut vaincre Thanos. On ne parle pas forcément de la victoire des Avengers, mais vaincre Thanos. Donc on peut se dire qu'à partir du moment où il dit ça, tout ce qui se passe après a été prévisualisé par Doctor Strange. Ce qui est intéressant, c'est que la bataille sur la planète, je crois que c'est la planète Titan, la bataille entre Thanos, Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie et Tony Stark, même si cette bataille est un échec de peu, ce qui est important, c'est que Tony Stark voit là que Thanos, un peu comme Prédateur, il saigne. Il arrive à le faire saigner.
il peut saigner, il peut mourir. Donc ça donne un petit espoir sur le fait qu'on peut battre ce type-là. Et j'y étais presque. Moi, ce que je remarque, parce que moi, mon analyse, c'est un petit peu mon avis sur le film, c'est que le protagoniste réel du film, c'est Thanos. C'est pas les Avengers. Les Avengers, je vais le dire comme ça de manière très exagérée, ça reste des crétins tous. C'est exagéré. Plutôt des égoïstes. C'est-à-dire que ils se battent toujours pas ensemble. Ils arrivent un petit peu à se battre ensemble au moment où ils se battent contre Thanos sur la planète. Mais Star-Lord débarque et il dit t'as tué ma copine, et puis ça foire tout. De toute façon, Thanos, c'est vraiment c'est pour ça qu'ils sont en échec. Thanos, c'est vraiment le point fort du film. C'est le point fort. On peut dire aussi, ça a été teasé dans des films précédents, et dans l'univers Marvel, Thanos, c'est vraiment le méchant de l'univers Marvel, que ce soit dans les bandes dessinées. On le voit pour la première fois en 1973, dans le 55e numéro d'Iron Man, il serait dedans. Donc c'est là où on le voit pour la première fois, a priori. Et c'est vrai que Thanos, c'est vraiment le point fort du film. Il est impérial, mais en plus, il n'est pas... on comprend ce qu'il fait, on comprend pourquoi il le fait, et c'est vraiment pas un méchant caricatural. C'est vraiment un méchant très fort, très intéressant, qui a ses points faibles, qui a ses points forts. Il explique pourquoi il le fait. Bon voilà, donc il veut pas détruire l'univers, le monde, il veut pas, il explique vraiment ses intentions, qui n'est pas tout simplement d'anéantir le monde, ils veulent tout simplement l'améliorer, et pour l'améliorer, pour lui, en gros, il faut éliminer 50% voire plus de l'univers pour l'améliorer, parce qu'il considère que voilà, ça va dans le mauvais sens. L'aspect politique du film, c'est que ça, c'est un plan malthusien. Le malthusianisme, c'est une doctrine politique. Donc il y a bel et bien un fond politique dans ce film. Les Avengers se battent contre ce plan malthusien de Thanos. Il n'est pas le premier. Hein. Et là, dans Thor Ragnarok, c'était aussi son propos. Mais c'était vraiment pour domination du monde. Dans les comics, c'est pas non plus le seul. Il y a un personnage qui s'appelle Goddess qui veut aussi faire ça. Maintenant, si on se penche un petit peu sur les BD, justement, et là on spoil carrément les futurs films, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, mais Thanos est d'autant plus intéressant que, en fait, il devient, on va dire, gentil. C'est-à-dire, Thanos, dans les BD, devient l'un des gardiens des pierres d'infinité. Il ne veut pas plus s'en servir pour assouvir ses plans divins, on va dire. Hein, il se prend pour un dieu. Donc c'est ses plans de démiurge, mais grâce à Adam Warlock et à sa vraie fille, il devient gentil en quelque sorte, il devient l'un des gardiens des pierres d'infinité. C'est-à-dire qu'il se rend compte que ces pierres d'infinité sont dangereuses, et il devient l'un des gardiens. Donc il n'est plus du tout un méchant dans les comics. On peut aller vers là. On peut se dire que ça peut être ça aussi. Il y a des énormes questions qui sont soulevées avec la fin d'Avengers. Moi je ne m'attendais absolument pas à ce que Thanos gagne. J'étais pas du tout au courant. Je m'étais pas mis au courant exprès sur ce qui allait se passer. Donc je m'attendais en fait à ce que les Avengers arrivent à vaincre Thanos et puis on parle d'autre chose après. Non, c'est Thanos qui gagne carrément. Donc pour moi j'étais vraiment interloqué par cette fin. Alors justement, est-ce que c'est pas un problème, vu qu'on va dire que l'MCU c'est un feuilleton, hein, voilà, c'est un feuilleton sur grand écran, on sait qu'il y aura un Spider-Man Homecoming 2, on sait qu'il y aura, les super-héros vont revenir, donc on sait qu'ils ne vont pas mourir en vrai, on le sait déjà d'avance. Est-ce que c'est pas pour toi un problème de savoir, parce qu'on a déjà carrément la date de sortie de Spider-Man Homecoming 2, donc moi, c'est ça mon problème, c'est que, ok, je le savais, mais c'est pour ça que moi, lorsqu'ils disparaissent, c'est pas pour de vrai. Maintenant, est-ce que c'est pas un souci? Je vais lire toutes les thèses, il y a plein de thèses différentes. Est-ce que c'est pas un souci? C'est ça que je trouve formidable, c'est que ça amène des réflexions absolues, qui peut pas dans tous les sens, et obtenir ça avec un film, c'est quand même assez énorme. Moi, c'est pour ça toujours pas comment. C'est pour ça qu'émotionnellement, moi, j'étais pas bouche bée. Parce que je savais est-ce que le méchant gagne. Parce que je savais qu'ils allaient revenir. Maintenant, oui, c'est clair que. Et alors, comment il va revenir? On en parle beaucoup de Ant-Man qu'on ne voit pas dans le film, mais on ne voit pas dans le film, mais on en parle. À la fin de Avengers, dans la scène post-générique,
on parle de Captain Marvel. On sait que Captain Marvel, dans la bande dessinée, a de gros pouvoirs. Hein. Il y a vraiment c'est un personnage très important qui n'est peut-être pas si connu que ça par le grand public, mais les fans savent que Captain Marvel a des pouvoirs énormes, voire même supérieurs à Doctor Strange. Donc ça serait un peu le personnage qui pourrait vraiment combattre Thanos. Oui. Après, Ant-Man, il a la faculté de voyager également dans d'autres dimensions. Voilà. Oui, donc, je ne l'ai pas tellement lu. Donc visiblement, ces deux personnages-là vont être importants pour Avengers 4. Dans les BD, il y en a un autre, c'est Adam Warlock. Je ne vois pas venir Adam Warlock dans le MCU. On n'entend pas parler du cinéma. Peut-être que je les vois mal quand même passer à côté d'Adam Warlock, parce que c'est justement un personnage qui est extrêmement puissant. Pour la petite histoire, tu parlais de 73, en 72, Adam Warlock est le premier à détenir les pierres, la première pierre d'infinité, qui est la pierre de l'âme. Alors justement, tu voulais parler des pierres d'infinité, donc c'est le moment là. Il faut rappeler, hein, pour ceux qui ne suivent pas à 100%, il faut que Thanos récupère les 6 pierres pour qu'il puisse... Pour être un dieu, voilà, pour faire ce qu'il veut, pour assouvir son plan malthusien. Il a besoin de ces 6 pierres, les pierres qui sont teasées dans les épisodes précédents. Hein. Donc tu veux parler des pierres en particulier? C'est intéressant de se pencher pile sur les pierres, parce que du coup ça nous fait analyser et comprendre quasiment tous les films Marvel qu'on a pu voir depuis Iron Man. Alors clairement, pas Iron Man, mais Captain America. Ça commence là, en fait. Là, je parle bien des films et pas des bandes dessinées. Les bandes dessinées, ça commence avec Adam Warlock, c'est autre chose. Dans Captain America, ce qu'on comprend petit à petit, on ne le comprend pas forcément dans le film quand on le voit, mais on peut le comprendre que maintenant. Le fameux Tesseract détenu par Red Skull, Hugo Weaving dans le film, et c'est là une pierre bleue, c'est la pierre de l'espace. Cette pierre de l'espace, elle est importante parce que c'est une pierre qui permet par exemple d'ouvrir des portails de téléportation. Voilà, des trous de verre, et il se fait congeler au fond de l'Arctique. Dès le premier film, on voit qu'il est récupéré par le Shield. Il faut comprendre tout de suite que le Shield ne récupère pas que Captain America, mais récupère aussi le Tesseract. Captain America s'empare du Tesseract qui contient cette pierre de l'espace. Tour payant de ça, c'est dans Avengers, quelques films après, dans Avengers, Loki utilise le Tesseract pour créer un portail et faire venir les Chitauri dans New York et envahir New York. On peut aborder directement Avengers avec la pierre, la pierre bleue, la pierre de l'espace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Loki est déjà l'agent de Thanos dans Avengers. Le sceptre que détient Loki, c'est dit officiellement dans le MCU, au cinéma, le sceptre que détient Loki est un sceptre qui lui a été donné par Thanos, dans le but de foutre la merde, en quelque sorte, sur Terre, de faire venir les Chitauri, et que des pierres lui reviennent, lui reviennent à lui. Il sait déjà que la pierre, donc la pierre de l'esprit, attention, c'est la pierre de l'esprit, pas la pierre de l'âme, la pierre de l'esprit est dans le sceptre de Loki. Entre-temps, il y a un film qui est extrêmement important, un petit peu ignoré, moi je trouve pas ça juste, moi je les trouve tous très beaux, ils ont tous leur personnalité propre, les films Marvel. La pierre rouge, qui est la pierre de la réalité, la pierre de l'éther, a été découverte par Jane Foster dans Thor Dark World. Il arrive ce qui arrive, on ne va pas raconter le film, mais cette pierre rouge est confiée aux collectionneurs dans Thor Dark World. Ce qui crée un lien direct avec les Gardiens de la Galaxie. Dans les Gardiens de la Galaxie, Peter Lord débarque sur cette planète. On comprend que c'est un pilleur qui va monnayer ses découvertes, mais il cherche particulièrement une orbe qu'il trouve sur la planète Morag. Dans cette orbe, on le comprend à la fin de la Gardiens de la Galaxie, il y a la pierre, qui est la pierre, c'est, alors attention, la pierre du pouvoir, une pierre qui est violette, pourpre violet. C'est une pierre qui a la capacité de détruire toute vie organique. Dès qu'elle touche une vie organique, ça détruit. Donc on pose la pierre sur une planète, ça détruit toute la planète. Peter Quill, Star-Lord, peut toucher directement cette pierre parce que c'est un High Celestial. C'est-à-dire qu'il est de la même nature que Ego,
attention, Ego, c'est un méchant de l'univers Marvel qui est extrêmement important. Il y a plusieurs personnages comme ça, c'est ce qu'on découvre dans les BD en fait. Ego, c'est un High Célestal et c'est le père de Star-Lord, de Peter Quill. Et c'est la raison pour laquelle ce personnage-là est surpuissant, beaucoup plus qu'on l'imagine, et c'est pour ça qu'il a pu toucher cette pierre sans que ça lui fasse d'effet. Et c'est aussi pour ça que les Gardiens de la Galaxie numéro 2 est important, parce que ça introduit un méchant qui va peut-être revenir, mais en tout cas qui est très important dans les BD Marvel. Dans Ultron, il y a la pierre de l'esprit, sceptre de Loki. Le sceptre de Loki a été capturé par des anciens agents d'Hydra. Attention, avec ce sceptre, c'est ce qu'il faut comprendre dans Age of Ultron, c'est avec ce sceptre que Strucker arrive à créer les jumeaux Maximoff. Là c'est subtil parce que du coup, dans cette histoire-là, les jumeaux Maximoff ne sont absolument pas les enfants, l'un de Magneto et l'autre, franchement je ne sais plus qui, c'est complètement une autre histoire. Les jumeaux Maximoff, dans cette histoire-là, ont des capacités qui ont été développées grâce au sceptre de Loki, dans laquelle il y a la pierre de l'esprit, récupérée par Tony Stark. Tony Stark et Bruce Banner veulent absolument s'en servir eux aussi, du coup, comme des méchants potentiels, pour créer une intelligence artificielle qui leur échappe, c'est Ultron. Oubliez qu'Ultron est la création de Tony Stark, ce qui l'amuse dans le film parce qu'il l'appelle carrément Junior, Tony Stark. Ils arrivent à contrecarrer ses plans. Ultron veut se créer un être encore plus puissant, qui va devenir Vision. Ils arrivent à contrecarrer ses plans au dernier moment. Vision est la création de Ultron et Thor. Et donc carrément dans la tête de Vision, là c'est extrêmement important dans cet univers-là, c'est la pierre de l'esprit. Que reste-t-il comme autre pierre? Dans Doctor Strange, il y a la pierre d'Agamotto. Agamotto est le premier détenteur dans cette histoire-là de la pierre du temps. Toutes ces pierres-là sont des pierres d'infini. Attention, les pierres d'infini, ce sont des pierres qui existent depuis les débuts de l'univers. C'est ce qui est raconté dans l'histoire de Marvel. C'est dit dans les comics. Ce sont des pierres qui sont aussi vieilles que l'infini, qui ont été créées par des High Celestials ou des êtres cosmiques extrêmement puissants. Elles ont été disséminées un petit peu partout, donc sur une planète, sur une autre planète, dans un autre monde. Et c'est pour ça que ensemble, elles sont extrêmement puissantes, elles ont toutes un pouvoir particulier. Donc voilà, se pencher sur l'histoire des pierres, ça permet de résumer tout ce qu'on a vu depuis 10 ans, depuis pile 10 ans en fait, depuis Iron Man. En fait, c'est plus depuis Captain America. C'est la base du MCU. C'est la base du MCU qui se révèle petit à petit, mais il fallait faire attention à Thor Dark World, il fallait faire attention particulièrement donc à Captain America, le premier film, au Gardiens de la Galaxie. Moi, j'avais pas capté du tout que dans l'orbe que repêche Peter Lord, il y a une pierre d'infini. Donc toutes ces informations-là sont dites petit à petit, et c'est le point d'orgue dans ce film-là. Et encore une fois, moi je ne m'attendais pas à ce que Thanos y arrive. Ils sont tous hyper puissants, et je pensais qu'ils arriveraient à être des vrais gardiens des pierres, et c'est pas le cas. La pierre de l'âme, là on en arrive à une énigme, est gardée, oui, par Great Skull, c'est-à-dire le méchant de Captain America, qui n'est plus joué par Hugo Weaving dans ce film-là, c'est pas grave, le maquillage est le même, c'est bien Red Skull, officiellement c'est bien lui. Il ne meurt pas vraiment, il n'est pas vraiment tué par Captain America dans le film, envoyé ailleurs. Il est envoyé ailleurs. On sait maintenant dans ce film-là qu'il a été envoyé ici, qui est son purgatoire. On comprend que c'est un personnage qui est tellement haineux, tellement... il a peut-être plus grand-chose d'humain, il n'a rien à sacrifier, donc il est condamné à vivre éternellement sur cette planète, à être le gardien de la pierre de l'âme. Donc Thanos arrive là. C'est vrai que c'est à partir de là où on commence à comprendre que ce personnage, Thanos, qui est le vrai protagoniste du film, il a des failles, effectivement, et sa faiblesse, c'est effectivement qu'il aime plus que tout sa fille adoptive, Gamora.
Et qu'il est obligé de qui sacrifier. est obligé de Il est sacrifier, obligé de tuer. qui est pour moi la scène la plus forte du film, où on sent vraiment la souffrance du personnage qui est obligé de faire ça. Et c'est vraiment un moment très fort que j'ai adoré. Là, on parle, par contre, c'est, je pense, une vraie mort. Hein. Voilà. C'est pas les personnages, c'est pas comme les personnages qui disparaissent à la fin du film. Là, c'est une vraie mort comme Loki. Alors d'abord, pourquoi je dis, je vais vraiment revenir là-dessus, pourquoi Thanos est le protagoniste du film, et ça a l'air d'être complètement assumé par les producteurs, puisque à la fin du générique de fin d'Avengers, c'est Thanos où il retourne. C'est pas les Avengers vont revenir, c'est Thanos va revenir. Thanos est le personnage qui, dans le film, a le plus de conflits psychologiques. À la limite, il y a Hulk aussi, Bruce Banner, ok. On le sait depuis plusieurs films. Mais là, on le découvre dans ce film-là. C'est pour ça que Thanos est le véritable protagoniste du film, parce que c'est celui qui a le plus de conflits en lui. Les autres, les Avengers, en quelque sorte, ils sont conflictuels entre eux depuis Civil War. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se réentendre. Captain America, faut dire un mot sur son apparence, c'est même plus Captain America, c'est Steve Rogers est le personnage de Nomade en fait. C'est pas dit dans le film, mais vu son apparence, barbu, avec son ancien costume, il n'a même plus son bouclier. Dans les comics, ça correspond à Nomade, c'est-à-dire en quelque sorte un Ronin, c'est-à-dire qu'il est un peu tout seul quoi. Et il va même plus devenir le Captain America, mais le Captain. Dans les BD aussi, celui qui reprend le flambeau du Captain America, mais reprenant son costume et le bouclier, c'est Bucky, son copain, donc le soldat de l'hiver, Winter Soldier. Là, dans l'histoire qui est racontée dans ces films-là, donc le Lone Wolf, le White Wolf, donc le Winter Soldier qui devient White Wolf depuis Black Panther, c'est plutôt une autre trajectoire. Il est plutôt censé être le frère d'adoption de Black Panther, carrément. Là, on est dans des ellipses. Hein. Ce n'est pas ce qui est raconté là, mais c'est ce qui peut être raconté dans le futur si jamais le personnage revient. Bucky, donc, le Winter Soldier, est censé devenir Hunter, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie de la garde rapprochée de Black Panther. Donc, on a affaire à un personnage là qui a un avenir qui est tout tracé. Donc, ça peut aussi nous donner un indice sur le fait qu'il est peut-être sûrement pas mort. Bon. Donc, voilà. Le protagoniste du film, c'est celui qui a le plus, qui a le plus de conflits, c'est Thanos. Ouais. Maintenant, l'énigme. Alors, oui aussi, quels sont les personnages? Il faut différencier les personnages qui meurent à cause du gant et les personnages qui meurent des mains de Thanos. Thanos tue des gens de lui-même, avant d'avoir même le gant. Oui, bien sûr. Bon, il tue Heimdall. Heimdall, celui qui est censé être le portail entre tous les mondes, il est tué. Bon, il arrive à transférer son pouvoir malgré tout. C'est ce qui sauve Hulk. Il tue Loki. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Loki est réellement mort. Maintenant, c'est vrai que Loki est un personnage très puissant, c'est un sorcier. Bon, très amusant, Loki dit à Thanos, oui, mais on a Hulk. Bon, c'est ce qu'on lui avait dit, c'est ce que Tony Stark lui avait dit plusieurs films auparavant. Il se fait tuer quand même, là, carrément de la main de Thanos. Gamora se fait tuer par Thanos. Donc ça, ces personnages-là, on peut se dire qu'ils sont tués clairement et d'une manière rédhibitoire. À moins que, la question se pose aussi, est-ce que Thanos est réellement sincère lorsqu'il dit qu'il aime Gamora? La question peut se poser, parce qu'il se passe quelque chose de bizarre. Lorsqu'il tue Gamora, il est transféré dans un monde entre les mondes, en quelque sorte. C'est Gamora enfant qui lui confie la pierre. Il est dans un monde très étrange. On peut se demander si il est sincère lorsqu'il dit, parce qu'il l'a sous la main, il dit bon, bah, c'est elle que j'aime le plus, donc je la sacrifie. Si jamais c'est pas vrai, tout ce qui s'est passé là, ça vaut rien en fait. Et à ce moment-là, Gamora n'est peut-être pas sacrifiée. C'est une thèse comme une autre. J'y crois qu'à moitié. Bon, parce qu'on croit réellement sincère, puisqu'il en pleure carrément de la mort de sa fille adoptive. Une autre idée qu'on peut se dire, c'est que lorsque Thanos fait ça, qu'est-ce qui se passe juste après? On le retrouve précisément dans le même monde que lorsqu'il a découvert l'âme, on lui a donné la pierre de l'âme. Pourquoi est-ce que Thanos ne ferait pas partie de ceux qui meurent? Il dit on a tendance à se dire que c'est des morts aléatoires. Bon, on peut très bien se dire que Thanos il s'est fait avoir à son propre jeu et qu'il fait partie de ceux qui meurent. Dans ce cas, on le voit être transféré, enfin son âme est toujours vivante en quelque sorte et il est transféré là quelque part, donc il est toujours là. Ça peut être un indice
qui a tendance à nous dire que effectivement tous les personnages, tous ceux qu'on voit disparaître, sont téléportés ailleurs, en quelque sorte, et donc sont potentiellement retrouvables. Personnellement, moi je me dis autre chose. Les derniers plans sur Thanos, dans ce monde-là, qui est très bizarre, moi je suis en train de me dire qu'il est en train de regretter son geste. Et qu'il peut de lui-même se dire, bon, c'était une expérience, ça me fait plus de mal que de bien, j'ai envie de revenir en arrière. Et il peut aussi revenir de lui-même en arrière et faire revivre tous les personnages tels quels. Parce que l'autre thèse, si on fait venir le Spider-Man d'un monde parallèle, ce ne sera pas le Peter Parker qu'on connaît, ce sera le Peter Parker de ce monde parallèle-là. Ce qui pose question. Ce ne sera plus exactement le même personnage. Moi, je suis beaucoup pour cette thèse que Thanos lui-même revienne en arrière parce qu'il regrette son geste. D'accord. Dans la BD, c'est Gamora, sa fille, qui arrive à lui voler, sa vraie fille, donc, qui arrive à lui voler le gant et qui le met et qui revient en arrière. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui se développe, c'est l'instinct, on va dire, familial et l'instinct fraternel entre Loki et Thor, mais aussi entre Gamora et sa sœur. Gamora. Nebula. Oui, Nebula, voilà, c'est Nebula. Voilà, c'est Nebula qui est censée, pas Gamora. Gamora, elle meurt. Sa sœur, Nebula, qui dans les comics vole le gant à son propre père pour revenir en arrière. Les deux sœurs finissent par s'apprécier dans ce film-là, par se réconcilier finalement. Tout comme Loki et Thor. Loki et Thor sont quand même passés par la mort de leurs deux parents. Loki, Dark World est quand même important pour Loki, parce que dans Dark World, on le voit très très affecté par la mort de sa mère. Et ça l'humanise complètement. Et ça le fait se rapprocher de son frère. La mort d'Odin le rapproche définitivement de son frère. Ils deviennent réellement alliés à partir de là. Donc il y a ces deux rapprochements familiaux qui sont extrêmement importants. D'où la perte. Nebula, on sent qu'elle digère très mal la mort de sa sœur. Et Thor digère très mal la mort de Loki. Mais là, la mort de Loki, c'est des mains de Thanos. Donc la question c'est, si le gant est réutilisé pour revenir en arrière, c'est jusqu'à quel point? Est-ce que c'est juste avant le moment où il fait ça, ou c'est carrément tout le film qu'on vient de connaître, Avengers Infinity War, qui n'existera plus? Parce qu'il faut revenir au début. D'accord. Parce que la première scène, elle est quand même puissante. Bon, je vois l'heure qui tourne. Oui, Il va peut-être falloir parler du MCU. À moins que j'ai des choses à rajouter, mais vite fait. Parce que sur là, le MCU, voilà, et juste ça. Prenez du café, la vidéo dure 2h30. Hein. Ça sera durer. On va couper là, on en fait une deuxième. Que Avengers Infinity War. Ça va durer ça va être la même durée. Là, on a fait le tour sur l'avenir du MCU. Oui, l'avenir du MCU. Il s'est passé quelque chose de très important, c'est que Disney. On va dans le MCU, je vais finir là-dessus. Disney est en train de racheter la Fox. C'est pas encore fait. Il y a Comcast qui est en train de mettre 60 milliards. Disney avait mis 52 milliards. Comcast vient de mettre depuis quelques jours 60 milliards. Donc c'est pas encore fait. Si Disney arrive à racheter la Fox, il faut se dire une chose, c'est que c'est pas qu'ils vont racheter les X-Men ou les 4 Fantastiques. C'est pas ça, c'est qu'ils rachètent aussi les méchants. Il y a un méchant qui est extrêmement important, c'est Galactus. Galactus est un personnage qui peut battre Thanos. Mais normalement, il est quasiment à égalité. Et donc Galactus est extrêmement important. On le voit surtout dans les 4 Fantastiques. Exactement. Donc si Disney rachète la Fox, il s'agit surtout de mettre la main sur les méchants de ces univers-là. Et c'est extrêmement important. Et c'est les méchants qui font aussi la force de tous ces films-là. Il ne faut pas oublier. D'accord. Donc là, c'est pas en train de se faire. C'est en train de se faire. On ne sait pas sur quoi ils vont arriver. Mais de toute façon, c'est Miss Marvel, donc Captain Marvel qui va arriver. Captain Marvel, c'est aussi ce que Nebula peut mettre aussi en évidence, c'est que la prochaine phase du MCU, ça peut être la guerre entre les Kree et les Skrulls. Les Kree, on les voit dans les Gardiens de la Galaxie. Ça serait la phase 4. Ce serait la phase 4, la guerre entre les Kree et les Alors, Skrulls. Les Skrulls, ce sont ces personnages qui on le voit dans les Galaxies, ils sont bleus. Oui. Ouais. Voilà. Attention, c'est pas les Schtroumpfs. Hein. Voilà, c'est des Schtroumpfs géants. C'est Mary Poppins, donc Xandar. Donc Xandar, c'est Yondu. Yondu, c'est le Mary Poppins. C'est une blague à la con, ça.
Et donc les Skrulls, c'est une race extraterrestre très bizarre, ils peuvent changer de forme comme ils veulent. S'ils vont vers ça, je peux très bien se dire que les Skrulls en fait étaient présents depuis le début. Je vais nous révéler qu'en fait, le général Ross, le père de Betty Ross, il peut être un extraterrestre en fait depuis le début. Parce que c'est un peu lui qui fout la merde dans Civil War. C'est lui c'est le général Ross qui fout la merde. C'est très bien dit dans Avengers Infinity War. Ça m'a fait plaisir parce que c'est ce que je pense quand War Machine là, débarque et dit attendez, vous voulez traiter de terroristes parce que c'est vous qui les avez traités de terroristes. C'est pas des terroristes, c'est des Avengers. D'accord. Bon, on va parler du MCU maintenant, même si on a déjà bien commencé. On a déjà beaucoup parlé du MCU, parce que c'est intégré, donc forcément on en parle. Donc on est bien d'accord, il y a 19 films. Donc ça fait depuis le premier Iron Man. Le Hulk de l'anglais. Non, mais officiellement. Officiellement 19, 19 films. Donc il y a 19 films. Plusieurs films ont dépassé le $1 milliard de recettes, ce qui est dingue. Black Panther est un succès phénoménal. Même des films qui ont été un peu plus décriés comme l'ère d'Ultron ou Iron Man 3 ont largement dépassé le $1 milliard. C'est vraiment un succès phénoménal. Je pense que pour une nouvelle génération, c'est leur Star Wars. Mais Disney Marvel, on n'a jamais vu quelque chose qui est quasiment unique dans l'histoire du cinéma. Désolé. Oui, c'est le côté donc feuilleton, vraiment feuilletonnant. Alors moi, c'est ça qui me gêne, c'est j'ai vraiment l'impression de voir un énorme feuilleton télé sur grand écran parce que c'est dans la même logique. Et moi, ça me gêne parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Alors les fans, je peux très bien comprendre, les fans des bandes dessinées aiment ça parce que c'est ça. C'est le côté feuilleton. Lorsque tu termines ta BD, tu as hâte de lire le prochain qui va apparaître dans 1 mois ou 2. Donc je comprends tout à fait que les fans de la première ère de Marvel apprécient ce système-là de feuilleton. Mais moi je suis avant tout cinéphile. Moi, ça me dérange. Je suis peut-être un vieux con. C'est très difficile de regarder les films parce que il est impossible de voir ce film-là si on n'a pas vu les autres. C'est impossible. C'est d'autant plus difficile lorsqu'on s'intéresse. Parce qu'il n'y a aucun résumé. Il y a quasiment pas de psychologie dans le dernier film, sauf évidemment pour Thanos. Si, quand même, bien sûr, mais pour les autres, voilà, c'est surtout de l'action pure. Black Panther est préparé dans son film à lui. Si on n'a pas vu les précédents films, on ne peut pas s'y intéresser du tout, c'est impossible. Et oui, faut jouer ce jeu-là, il faut l'accepter. C'est comme une série télé, si on n'a pas vu l'épisode précédent... Excuse-moi, c'est comme Harry Potter. Harry Potter, c'est très... Pourquoi on l'accepterait avec Harry Potter? Pourquoi on l'accepterait pas là? Dans Harry Potter, c'est un truc, il résume un peu dans les dialogues ce qui s'est passé avant. On n'est pas noyé. Pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Là, vraiment, dans Avengers, là, si on n'a pas suivi, si on n'a pas vu Black Panther, si on n'a pas vu Civil War, si on n'a pas vu les précédents Avengers, on ne peut pas s'y intéresser, c'est impossible. On remarquera bien que Captain America et Iron Man font partie de ceux qui survivent aux gants de Thanos. Ils sont pile les antagonistes depuis Civil War. Peut-être même depuis Avengers Age of Ultron, dans Ultron aussi, ils commencent à se disputer. C'est très difficile à suivre parce que les deux franchises, Iron Man et Tony Stark, Iron Man et Captain America, s'entrecroisent, puisque le Captain America, faut pas l'oublier, c'est une création du père de Tony Stark. Donc ces deux franchises-là se croisent. On ne peut pas les regarder. C'est très curieux parce qu'on peut aussi regarder Captain America 1, le Winter Soldier et Civil War. Les trois font suite puisque le personnage central c'est le Winter Soldier. C'est Bucky, l'ami qu'on suit depuis le premier Captain America. Oui. Après, c'est le fil rouge des films Iron Man. Après, je suis pas un fan fil rouge des films Iron Man, c'est son père. C'est les parents d'Iron Man. Après, je suis pas un fan de l'acteur qui joue Bucky ou je suis pas un fan de Sebastian Stan, si tu le regardes bien, c'est le sosie parfait de Mark Hamill quand il était jeune. Oui, mais bon, je suis pas fan de l'acteur. Bon, il m'a vraiment pas vraiment intéressé le personnage dans les films, mais bon, il est très important. Il est très important dans les bandes dessinées. Il peut monter en puissance. Dans les films, si on le retrouve, il peut monter en puissance. Même dans Soldats de l'hiver, j'ai pas été très convaincu par le personnage. Soit il est happé, soit il devient un personnage important dans les films Black Panther, soit il devient lui-même le Captain America. D'accord.
Sachant que Autre- Steve Rogers devient autre chose- soit nomade, soit le capitaine. D'accord. Autre chose qui me dérange, moi, et c'est toujours mon avis personnel, c'est question d'affinité, hein, c'est l'humour dans les films Marvel qui sont Ça va, déjà là. présents dans la bande dessinée. Alors l'humour est plutôt bien va, géré oui. dans cet épisode-là, dans le Tu l'avais dans le trouvé dernier lourd dingue film. dans Thor Ragnarok. Ah, Thor Moi, je l'ai Ragnarok, j'ai trouvé pas très pu. drôle. J'ai pas Moi, pu. l'ai Pour moi, trouvé, c'est avant tout une farce, c'est une parodie de film de pourtant, super-héros. c'est Ça c'est cartonnait. une fin du monde. Pour tout le monde, c'est le meilleur Thor. Moi, j'y Oui, arrive. on a J'y arrive une- pas. Pourtant, j'aime bien le côté pop culture. D'ailleurs, il y a, on peut C'est dire un qu'il y a- film qui se finit très D'ailleurs- mal. d'ailleurs- Donc l'humour est pourtant très bien donné. D'ailleurs, Thor dans Ragnarok. Thor Ragnarok, c'est un space opéra. Il y a aussi le côté space opéra dans Infinity War que moi j'aime bien parce que ça se déroule dans plusieurs planètes Mhm. et j'aime bien ce côté Comme space Dark opéra. World. Je connais bien. Ouais, mais là c'est encore plus. Oui, j'aime bien ce côté Eh oui. space opéra dans ce film-là. Et c'est vrai que je trouve que l'humour est mieux dosé. Heureusement que dans les moments dramatiques, dans les moments sombres, il n'y en a pas. Parce que moi, c'est ça qui m'a dérangé dans Thor Ragnarok. Je me souviens très bien, lorsqu'il y a la destruction du royaume de Thor, on fait de l'humour à ce moment-là. Il y a un des personnages Alors là, qui dit... Je vois pas quand. Il y a un des personnages qui voilà, c'est dit, sérieux. il y a un personnage qui dit, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir le reconstruire. Et puis après, ça se détruit complètement. Ah, Il dit, c'est la fin. c'est pas grave. C'est à la fin. Enfin, il dit non. Non, oui, Alors ça fait finalement, non. sourire. Finalement, non. Oui. Moi, c'est Korg et Mick moi, qui dit ça. moi, Tant j'y que les arrive fondations pas. sont solides, on peut reconstruire Voilà. le monde. Et Puis après, tout s'effondre et et tout explose. puis non. C'est pile la fin du film. C'est pas possible de Donc faire c'est- ça. Moi, je comprends pas qu'on puisse faire ça parce que c'est pas drôle. Alors, C'est l'anéantissement d'un royaume. Hmm. C'est gravissime. Il y a eu probablement des milliers de morts, voire plus, des centaines de milliers de morts. Et on plaisante là-dessus. Moi, je peux je pas. vais te dire, moi, d'un point de vue Alors après- purement cinématographique, c'est pourtant un procédé qui est aussi vieux que Charlie Chaplin. C'est-à-dire que montrer quelque chose de plombant et faire une blague juste Non, mais après. je suis La d'accord, blague est mais- d'autant plus émouvante et drôle que ce qui s'est passé Alors moi, ça auparavant m'a- est plombant. Ça me fait sortir du film. C'est pourtant un procédé qui existe Mais depuis, ouais, moi, depuis Chaplin. Ça me fait sortir du film. Après, au niveau des réalisateurs, bon, pour Moi, toi, je trouve pour qu'ils toi, ont- ce sont ils des films sont tous d'auteur des pour films toi. d'auteur. Ce sont tous Je des suis films pas d'auteur. d'accord. Alors, bon, ils ont d'accord. tous leur identité propre. Bon, là, attention, il y a Euh, bien sûr, comment il s'appelle parce que moi j'ai le problème des noms, le réalisateur de Thor Ragnarok, c'est Waikiki, Taiki Oui, ok, Waititi, donc là, c'est un spécialiste de là, la... c'est son premier ou deuxième film. C'est le spécialiste dans Mais, la comédie, bon, donc je peux comprendre, en effet, on voit donc son style, il y a son style dans très Thor assumé, Ragnarok. mais Mais- très maîtrisé quand même. Thor Ragnarok est très très maîtrisé pour un deuxième Mais film. c'est pour moi, c'est pour pas- 19 films, c'est 19 films, il y a 2-3 films où il y a des cinéastes qui réussissent à mettre leurs pattes. C'est le cas avec Kenneth Branagh dans Thor, où Kenneth Branagh le qui côté fait du assez Hamlet. shakespearien qui fait du Hamlet. Ça vient de là, hein, le prince de Jutland, ça vient des épopées James nordiques. Gunn avec les Gardiens de la Galaxie, on reconnaît un James peu son Gunn, mur, c'est totalement son un humour film un peu d'auteur. déviant, on reconnaît Totalement un ça film dans ces d'auteur. films-là. Mais on cite que 3-4 films sur 19. Les frères quoi. Russo qui font, qui assument les Captain America et les Avengers, ce sont des films d'auteur. De manière particulière, il faut connaître, c'est la série Arrested Development. Ils font beaucoup référence à leur série Arrested Development. Il faut connaître, là c'est très pointu. Mais pour moi, c'est aussi des films d'auteur. Shane Black, là on reconnaît Shane Black. Dans ce qu'il a fait avec Iron Man 3, on reconnaît vraiment le style de Shane Black. Oui, d'ailleurs. Tu regardes ses autres films, Kiss Kiss oui, Bang Bang, oui. Et c'est on ce que reconnaît je son style. c'est pour Donc, ça que ce sont certaines tous des films d'auteur. personnes n'ont pas accroché à cause de ça aussi. ou- Louis Leterrier, il a bien défendu son film suffisamment. On a affaire aussi à un film d'auteur. Ang Lee, bon bah c'est ce qui a été reproché Oui, au film, mais- c'est que c'est trop un film d'auteur. Non, ils sont tous très défendables de ce point de vue-là. Ils ont tous leur identité propre. Et pourtant, ils sont tous cohérents On peut les uns pas entre dire eux. que de Ant-Man manière très soit. solide. On peut pas dire que Ant-Man soit un film d'auteur. Enfin, faut pas- non, plus pas- qu'on ne le croit. Il y a quand non. même. Si, plus qu'on ne le croit. C'est vrai que le film a été Thor repris. 2, c'est mais pas bon. un film d'auteur. Enfin, c'est pas. C'est pas Après- juste parce que après, c'est- il faut c'est- donner c'est- l'effination de- C'est-à-dire qu'il a une identité visuelle. Voilà. Mais oui, On mais- peut peut-être ne pas aller jusqu'à film d'auteur parce que c'est pas juste parce qu'on a affaire à un réalisateur qui n'a fait que quelques épisodes de Game of Thrones. Bon, c'est Alan Taylor, hein, le réalisateur de Game of Thrones. C'est pas la peine d'aller jusqu'au film d'auteur, mais c'est un film qui a son identité visuelle propre. Et malgré tout, ils sont tous cohérents les uns avec les autres. Un petit détail aussi, le gant d'infinité, il n'y a pas de le gant qu'utilise Thanos. Il n'y a pas d'erreur, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent. Le gant qui est sur Asgard, c'est un faux. Et là, l'a dit dans Thor Ragnarok. Et c'est dit clairement dans ce film-là, c'est que c'est un gant qui a été créé par le nain géant Peter Dinklage, qui vient donc de Game of Thrones en même temps. J'ai trouvé ça, c'est curieux parce que moi,
ça m'a fait rire sans faire rire. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'idée absolument géniale de montrer Peter Dinklage, un nain géant, joué par Peter Dinklage. C'est très curieux parce que c'était pas une blague. C'est pas drôle, mais c'est une sacrée référence de montrer ça comme ça. Après, Voilà. donc, au niveau du spectacle, au niveau de la mise en scène pure, moi, je trouve que les films se ressemblent énormément. Ben Moi, j'ai heureusement, l'impression que les scènes, c'est un bon j'ai point. l'impression que les scènes d'action, c'est la même équipe qui a fait les scènes d'action de tous les films. Je crois pas que ça se passe pas comme je ça. ne sais C'est-à-dire pas, que mais c'est l'impression que j'ai en oui. les voyant. Mais je trouve Dans ça la mise en normal, scène puisque des c'est films, pareil. c'est pas comme ça que ça se C'est passe. vraiment construit comme une série télé. C'est vrai que c'est souvent la même équipe qui s'occupe des scènes d'action pour tous les épisodes. Et puis c'est le. Je peux comprendre ça, mais moi, ça me dérange. L'équipe qui réalise les Moi, scènes c'est pour d'action ça sont que- sous les ordres du réalisateur. Mais Donc c'est ouais, pas mais juste de dire ça. c'est pas pour comme ça que ça se lorsque passe. je sors un peu indifférent au niveau du scène d'action, il n'y a aucune qui m'a ébloui. Moi, je suis incapable de te dire, là, je n'étais pas bouche bée devant une scène d'action d'aucun film du MCU. Winter Soldier, moi, il m'a très impressionné. C'est un film, en termes très de- politique. Eh oui, mais en termes d'action, moi, Très anti-malthusien aussi. je trouve que les scènes d'action ne sont pas marquantes dans les films Marvel. Je les trouve pas assez iconiques non plus en termes dans la mise en scène. Sauf le premier Avenger, Joss Whedon filme chaque personnage de façon assez iconique. Dans les deux Avengers, Joss Whedon Je trouve que fait voilà- des sacrés plans séquences. Mais c'est pas que le je trouve cas. très Mais réussi. c'est pas le cas des autres, Les des plans autres séquences, films. contrairement à ce qui a été dit, Moi, je les par-ci trouve- par-là, le plan séquence dans Avengers 2 est très réussi. Il a un point de départ, il a un point d'arrivée, le plan séquence. C'est pas juste le fait de montrer chacun des super-héros. Le plan séquence se termine au moment Pour moi, où le Iron Man film, n'arrive pas à tirer pour sur, moi, le sur film, la forteresse. Pour moi, le film le plus C'est un plan qui politique a du son MCU, importance. c'est Black Panther. C'est pour moi le film le plus politique du Winter MCU. Soldier, quand même. Et de- Le Winter Soldier, c'est... Black Panther va plus loin quand même. Peut-être, oui. C'était quand même assez puissant dans Winter Soldier, dans le deuxième Captain America. Disons que C'était carrément on nous montre là-dedans tout ce que Snowden et Assange dénoncent depuis des années. Et c'est mis en scène et montré là-dedans. C'est un film qui ressemble beaucoup, Winter Soldier, au film de Sidney Pollack, avec Robert Redford. Les derniers jours du Condor, voilà, c'est un film qui ressemble beaucoup à ça, d'où la présence de Après, Robert Redford. peut-être, C'est un film très très politique, j'ai beaucoup plus politique qu'on ne pense. peut-être plus d'affinité avec le côté discours racial de Black Panther. C'est vrai qu'il est très présent, oui, c'est tout à peut-être fait. ça Il y a aussi. C'est peut-être que je suis plus rattaché à Ryan ce Coogler, il le tient discours-là. bien, Ça me touche son plus. film, il n'y a aucun problème. Ça me Oui, touche tout à peut-être fait. C'est un plus. film qui est très Voilà. touchant, et oui, qui dit des choses politiques aussi. Civil War est un film très politique. On a Oui. affaire c'est une stratégie politique que d'inventer un problème qui n'existe pas pour foutre le bordel. C'est exactement ce qui se passe dans Civil War. On oublie quand même que les Avengers, ce qu'ils ont fait, ils étaient obligés de le faire. Et c'est érigé comme un problème dans le but de les diviser pour mieux régner. C'est un sujet extrêmement politique. Si Iron Man, Tony Stark sort vainqueur, alors qu'il a tort très clairement, puisque le film dit clairement que Tony Stark a tort. Il l'admet à la fin du film. Bon. Mais le monde dans lequel il vit lui donne raison, puisque c'est celui qui détient les armes. C'est un film qui est très très politique. Il ne faut pas oublier que Tony Stark, c'est un mercenaire, c'est un marchand d'armes. Et ça lui colle à la peau. La guéguerre entre Captain America, qui est du coup anti-guerre, et Tony Stark, qui reste malgré tout un marchand d'armes, même si il dit qu'il ne l'est plus. Oui. Les films Thor, c'est autre chose. On est dans du délire très très science-fiction, très space opéra. Moi, j'y vois un discours anti-malthusien dans tous ces films-là. Bon, voilà. Ce sont des films qui sont très très riches, tous. D'accord. Bon, t'as d'autres choses à rajouter sur le MCU? Non, si tu veux qu'on fasse une demi-heure de plus, on est à 1 heure. Voilà. C'est vrai, on a 1 heure? Oui. Bon, voilà, vache. Euh, Bon, on va arrêter là. on fait un petit comparatif avec l'univers DC. Allez, non. Non, C'est trop non, ça c'est pour une prochaine vidéo. On va pas y arriver. Je pense là. que si vous me suivez, vous avez compris que je suis plus attaché à l'univers DC. Je préfère le côté plus sombre, mais on va vraiment pas aller là parce que ça va durer 2 heures. Je suis plus attaché à l'univers DC Comics. Marvel, j'aime bien. Disons que j'aime beaucoup les personnages de Spider-Man et de Hulk, et c'est vrai que les autres personnages m'indiffèrent. C'était comme ça parce que j'étais enfant, donc forcément, en grandissant, c'est pareil aussi. Donc voilà. Bon. Mais j'apprécie les films, ça me divertit, et je continue à regarder. J'ai vu tous les films au cinéma, mais voilà,
Je suis pas ébloui, je suis pas épaté par les films. Voilà, je regarde comme un simple divertissement, mais voilà, je suis pas... Voilà, je suis un peu indifférent par rapport à tout ça. Il me divertit, mais sans plus. Mais donc, visiblement, toi, c'est plus le cas. Tu les apprécies bien plus que moi. Je suis très impressionné par ces films-là. Mais j'adore les films qui sont Mais faits autour de DC Univers. Sont très, on pourrait Une en chose, faire, une chose, on pourrait en faire un débat aussi une chose là-dessus. Il y a des choses importante, à dire aussi, là-dessus. une chose importante, voilà. Les DC sont très bien aussi. Malgré tout, et ça, c'est que je peux vous dire que c'est la première fois que, à la fin d'un film, je parle de Infinity War, j'ai hâte de voir le prochain, Et oui. notamment le 4. Et ça n'a jamais été le cas avec les précédents films pour moi. Qu'on le rappelle. Et là, j'ai hâte de voir le 4. C'est important de le dire parce que J'ai c'est hâte pas de le voir. suffisamment rappelé. Avengers 3 et 4, donc Infinity War, et on connaît pas le titre du prochain film, ont été tournés ensemble. Bon, bah écoutez, on arrête la vidéo là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez-la. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou si vous voulez rajouter d'autres choses. Car pour moi, les vidéos débats, bah, c'est aussi un débat avec vous. Donc dites-nous si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous pensez on s'est peut-être planté. Hein, bah, dites-nous si vous êtes un peu plus spécialisé, on ne sait jamais. C'est un débat, j'ai hâte de vous lire. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et comme d'hab, bah, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!